Bonsoir, je m'appelle Hugo, je suis interne à l'Institut Curie et je vais vous présenter l'osimertinib contre le platine PCL dans les EGFR mutés T790M. Bien sûr. Donc la mutation EGFR, c'est une mutation qui a été découverte assez récemment en 2004 par deux équipes américaines simultanément. Et donc c'est une mutation c'est un récepteur qui fait partie de la famille HER, donc comme HER2, HER3, HER4. Et donc ce récepteur, quand il est activé par l'EGF, il active deux voies, la voie PI3 kinase et la voie MAP kinase, donc qui stimule la survie et la prolifération. On le trouve plutôt chez les non-fumeurs, chez les femmes, les sujets asiatiques, un peu comme chez Alk, et puis dans les adénocarcinoses. Et il y a une étude Biomarqueur France qui a été faite qui trouve qu'en France, il y a à peu près 9% des non-petites cellules qui sont EGFR mutées. Il y a plusieurs chiffres, il y a une autre étude qui trouvait 10-12%, mais bon, c'est globalement autour de 10%. Je crois aussi, les tyrosine kinase inhibiteurs de GFR, il y a eu 3 générations. Donc la première c'était gefitinib, Lyressa et erlotinib, Tarceva. Il y avait plusieurs études qui étaient initialement, on va les voir après, surtout chez les sujets asiatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ces études à la base ne visaient pas forcément les EGFR mutés. Ils prenaient des populations générales et puis ensuite ils se sont rendus compte sur les sous-groupes que ça répondait mieux chez ces populations, mais à la base c'était vraiment dans les populations générales. Il y a eu l'afatinib qui est un TKI de deuxième génération. La différence c'est que ça cible aussi HER2 et HER4. Et puis il y a la molécule dont on va parler aujourd'hui, osimertinib, donc le Tagrisso, qui est une troisième génération, et le rosiletinib qui a été arrêté parce qu'il provoquait trop d'hyperglycémie, mais c'était globalement des molécules assez semblables. Donc ça c'était un petit rappel pour les essais qui avaient été faits pour les petites cellules mutées EGFR de phase 3, donc on voit que c'était surtout en Asie, et à la base on voyait qu'il y avait des survies sans progression intéressantes au niveau des asymptomatio. Sur les survies globales c'était moins intéressant en fait parce qu'il y avait des crossovers, donc à chaque fois ils switchaient les carbo à l'INTA sur les EGF, enfin sur les inhibiteurs de TKI, et du coup ça allongeait un petit peu la survie. Donc on va parler aujourd'hui de la troisième génération, donc c'est des TKI qui sont censés pouvoir fonctionner sur les résistances aux ITK EGFR. Donc il y a une définition qui a été donnée par Jackman. Donc voilà, il y a 4 critères. Le premier critère, c'est avoir reçu précédemment un inhibiteur de l'EGFR. Ensuite, il faut avoir des tumeurs qui répondent normalement à l'EGFR, donc soit avoir trouvé une mutation, soit avoir bénéficié d'un inhibiteur de l'EGFR. Le troisième critère, ça va être en progression sous gefitinib ou erlotinib. Et puis le quatrième, c'est ne pas avoir eu de chimiothérapie après l'arrêt de l'inhibiteur de TKI. Et en général, quand on met un inhibiteur de tyrosine kinase, il y a une progression en moyenne 9 à 13 mois de traitement. Ça c'était pour vous montrer, donc ils avaient fait un peu de biologie pour regarder qu'est-ce qui se passait, pourquoi on devenait résistant aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Et la mutation qui ressort le plus en fait c'est vraiment T790M, donc dans plus de 55% des cas. Ensuite il y avait des amplifications de MATE, des amplifications d'HER2, il y avait des switches vers des petites cellules en fait, et après dans beaucoup de cas c'était inconnu. Mais plus de 50% des cas c'était T790M. Et donc l'osimertinib ça a été développé pour justement pouvoir cibler les cancers qui possédaient des mutations T790M. Donc c'est un traitement oral comme tous les tyrosine kinase inhibitors. C'est de troisième génération, et ce qui était intéressant en préclinique, c'était qu'il était efficace sur les mutations de sensibilité à l'EGFR, sur les mutations de résistance T790M, mais par contre il avait une moindre affinité pour le récepteur sauvage, et comme c'est un récepteur qui est dans tout le corps, on se disait que c'était peut-être plus intéressant et peut-être moins d'effets secondaires de ce niveau-là. Il y a eu une phase 1, Aura 1, une phase 2, Aura 2, aujourd'hui je présente Aura 3, et il y a eu une étude qui est en cours qui s'appelle Bloom, pour un peu évaluer l'efficacité quand on a des méningites carcinomateuses. Ça c'était sur un poster qui était sorti, c'est intéressant, c'est de l'imagerie nucléaire, et on voit en fait que l'osimertinib diffuse très bien dans le système nerveux central, contrairement au rosiletinib qui a été arrêté, au gefitinib qui diffuse un petit peu moins bien. Puis là on voit qu'il y a certains patients quand même qui répondaient en fait au fur et à mesure de l'étude Bloom, donc c'est pas encore sorti. La population de l'étude d'Aura 3 c'est 126 centres, donc c'est beaucoup plus costaud, multicentrique, d'août 2014 à septembre 2015.
c'était des petites cellules localement avancées ou métastatiques, en progression après première ligne d'un inhibiteur de TKI de GFR, donc première ou deuxième génération, OMS 0 ou 1, il n'y avait pas de OMS 2, et il fallait que la mutation de T790M soit documentée de façon centrale, donc par une biopsie. Et en fait, je ne le mets pas sur la diapo, mais voilà, ça va beaucoup trop vite. Je ne le mets pas sur la diapo, mais il faisait un dosage, il faisait une prise de sang et il regardait sur l'ADN circulant si on trouvait la mutation en parallèle. J'en parlerai un petit peu à la fin. La randomisation a été stratifiée sur le statut ethnique, donc asiatique ou non asiatique. Et on pouvait être inclus si on avait des métastases dans le SNC, mais asymptomatiques, c'est-à-dire stables sans corticoïdes depuis plus de 4 semaines. Le schéma de l'étude, c'était une randomisation 2 pour 1, donc 2 pour l'osimertinib à 80 mg par jour tous les jours, et 1 pour platine, donc soit carbo AUC5 ou 6 platine 75 mg mètre carré toutes les 3 semaines, plus Alimta 500 mg mètre carré sur 4 cycles, puis l'entretien par l'Alimta, donc le traitement classique des adénocartes non mutés. Et dans le protocole, ils avaient mis un abonnement, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que ça fonctionnait très bien. Si jamais on avait une progression sous Alimta ou sous platine pémétrexel, on pouvait faire un crossover vers l'osimertinib. Puis le cut-off, c'était on s'arrêtait quand on avait une progression. Les critères de jugement principal, c'était la survie sans progression sur les critères réussistes, donc évalués par l'investigateur et aussi de façon centralisée. Ce qui était un peu curieux, c'est que le scanner de baseline, c'était dans les 28 jours suivant l'inclusion, mais suivant le début du traitement. Donc on pouvait des fois être évalué après avoir commencé le traitement. Puis c'était une imagerie toutes les 6 semaines. Là, c'est pareil, on ne sait pas forcément l'imagerie cérébrale. C'était si c'était symptomatique ou si on avait une suspicion de progression cérébrale. Bon, les critères secondaires, c'était le taux de réponse, la durée de réponse, le taux de contrôle de maladie, diminution de taille de la tumeur, la survie globale, sécurité, efficacité, bien sûr, et puis la tolérance évaluée par le malade au quotidien sur des questionnaires. L'analyse statistique, bon, c'est en intention de traiter, bien sûr, risque alpha 5% et risque bêta 20%. Bon, la diapo passe pas très bien, c'était juste pour vous montrer, ils ont quasiment tous reçu les traitements, et sur les patients qui ont reçu, donc sur 140 patients qui recevaient le platine pémétrexel, il y en a 82 qui ont switché quand même en crossover, donc c'était pas mal ça. Et on va voir ça sur les résultats après. Sur la table 1, donc on retrouve un peu les statistiques en fait, des mutations de GFR, c'est-à-dire on va voir qu'on a beaucoup plus d'asiatiques, donc 65 ou 66%, on retrouve exactement ça. On voit il y a 2 mutations qui ressortent en fait, dans les mutations de GFR, c'est l'exon 19 DLT ou une mutation de l'exon 21 L858R, donc ça c'était déjà connu et c'est les 2 mutations qui sortent en fait là dans l'étude, c'est dans plus de 90% du temps. Puis évidemment, on avait dans 99% du temps la mutation T790M, puisque c'était un critère d'inclusion dans l'étude. Il y avait d'autres mutations beaucoup plus rares qui ressortaient. Et puis au niveau des métastases cérébrales, on avait à peu près 35% des patients dans les 2 groupes qui avaient des métastases cérébrales asymptomatiques. Les courbes de survie, donc ça c'est la courbe sur le critère principal de jugement sur toute la population, on voit que c'est assez impressionnant. Il y a 10 mois de survie sans progression pour l'osimertinib, entre 4,4 mois pour le platine pémétrexel, donc c'est quasiment les chiffres qu'on a en première ligne sur un inhibiteur de tyrosine kinase de l'EGFR, donc on fait aussi bien en deuxième ligne. Voilà, donc c'est ça. Le hazard ratio était de 0,30, avec un petit p inférieur à 0,001, donc c'est bien significatif. Là, c'était chez les patients métastatiques cérébraux, donc on voyait bien que l'osimertinib était encore efficace quand on avait des métastases cérébrales avec une survie sans progression de 8,5 mois pour l'osimertinib contre 4,2 pour le platine Alimta. Ça, c'est une diapo que j'ai piqué à une présentation qui a été faite à Vienne au World Lung Cancer, enfin à la réunion qu'il y avait, et donc qui montrait qu'en fait non seulement on avait une réponse sur la survie sans progression, mais aussi on avait plus de réponses complètes, le délai de progression était plus important, et en fait la persistance de la réponse était plus importante dans les osimertinib. Là, c'était des analyses en sous-groupe, donc il n'y a rien qui ressortait franchement, mais on peut voir qu'il y a une petite tendance pour les Asiatiques qui répondent de façon meilleure, comme on a pu le dire, ils ont peut-être un meilleur pronostic. Les femmes avaient l'air de répondre un tout petit peu mieux, et on avait l'impression que la délétion de l'exon 19 aussi avait un meilleur pronostic avec l'osimertinib.
Au niveau des effets secondaires, on a assez peu d'effets secondaires, on va dire, supérieurs ou égaux au grade 3. Ce qui ressortait le plus dans tous les grades pour l'osimertinib, c'était des diarrhées, des éruptions cutanées, des peaux sèches et des parotinis, donc des lésions péri-ingéales. C'est globalement des choses qui ne sont pas forcément très embêtantes et contrôlables avec des traitements symptomatiques. Bon, ce qui ressort au niveau du platine à l'INTA, c'était l'anorexie, les nausées et puis les anémies qui étaient déjà connus. On a eu 10 cas de pneumopathie interstitielle dans le groupe osimertinib, dont un décès, contre une seule dans le groupe platine à l'INTA. Globalement, à part le décès, c'était que des grades 1 ou 2. Voilà. Les effets nécessitant l'arrêt du traitement, donc c'était 19 pour l'osimertinib contre 14, donc 10% dans le platine à l'INTA. Donc on avait l'impression que c'était mieux toléré. Et au niveau des décès, on avait 4 dans l'osimertinib, il y avait donc, la pneumopathie interstitielle, il y avait 2 défaillances respiratoires et une crise ischémique. Donc globalement, ce n'était pas forcément lié à l'osimertinib et puis une dans le platine à l'INTA. La discussion, donc ça s'impose comme un traitement de première intention en seconde ligne chez les patients mutés T790M. Meilleure efficacité que la chimiothérapie, y compris si métastase du système nerveux central. Assez bon profil de tolérance. On a un peu discuté de l'immunothérapie là juste avant. Ça, c'est une autre étude en fait qui évaluait le nivolumab contre le taxotere en deuxième ligne. Ils ont fait des analyses en sous-groupe et on voyait qu'on avait l'impression que ça bénéficiait beaucoup moins de nivolumab chez les patients en fait qui étaient positifs pour la mutation EGFR. Il y a eu la même étude qui a été faite, c'était chez Pimbro, voilà. C'était pour le pembrolizumab et ça ressortait à peu près les mêmes statistiques. La dernière ligne, c'est sur cette diapo. En fait, ils ont fait une analyse un peu à côté de l'étude où ils regardaient en fait la concordance entre le ctDNA et la biopsie. Et on s'est aperçu qu'il y avait, ce que vous voyez à gauche là, donc c'était la tumeur qui était positive. On a vu qu'il y avait une concordance qui n'était pas totale, donc il y avait seulement sur les 358 patients positifs au niveau de la biopsie, 184 qui étaient positifs dans le plasma, donc ça laissait quasiment la moitié qui était négatif. Et quand on regarde les patients qui sont négatifs au niveau de la tumeur, il y en avait quand même 47 sur les 205 qui étaient positifs dans le plasma, donc il y a une discordance. Et en fait, les recommandations actuellement européennes et françaises, c'est d'abord faire de la recherche de ctDNA parce que c'est quand même beaucoup moins invasif. Et si c'est négatif, on va quand même aller chercher au niveau de la tumeur si on a un site biopsia pour voir un peu comment ça se passe. Et donc mettre le médicament. Voilà, donc il y a pas mal de documentation. Je vais lire ce soir. Merci. Merci beaucoup Hugo. Est-ce que certains veulent réagir? C'est un peu méchant. Ils sont un peu méchants. Sur l'étude? Ouais. Bah, c'est dur, hein. Alors ça dit, ils se sont rendus compte que ça marchait bien, donc ils ont autorisé le crossover. Ils n'ont pas du tout autorisé le crossover pour ça, c'est parce que le médicament est effectivement très très efficace et il a une AMM conditionnée par la FDA puis en Europe, ce qui fait qu'il est devenu disponible si le patient n'était pas éligible. Et du coup, il y avait un crossover qui se faisait naturellement mais qui ne contrôlait pas. Mais au départ, ils voulaient le donner sur la survie, donc ils ont bloqué le crossover pour ça. C'est éthique de randomiser ces patients? Bah à la base, une fois que ça avait été... ouais. Est-ce que c'est éthique de faire une étude randomisée comme ça? Ah, moi je trouve que c'est inéthique. Parce que les données, on les avait sur une population décente, hein, d'efficacité en post-GFR. On avait sélectionné la population qui répond, c'est les T790M. Et on randomise des mecs et tu dis 60% à peu près ont reçu le Tagrisso après, mais 40% l'ont pas reçu. Et quand tu regardes le screening, ils ont screené 1000 patients pour en mettre un peu plus de 300. Donc c'est quand même une boucherie en fait en termes de patients, parce que le Tagrisso est super bien toléré et super efficace. Enfin, on devrait en fait être très en colère de présenter ça, puisque c'est un non-événement, c'est exactement ce qu'on attendait.
Alors sur tes courbes de survie, ce que tu aurais pu critiquer, c'est la performance du groupe contrôle. Tu sais, tu dois toujours vérifier si ton étude n'est pas positive parce que juste tu fais moins bien que prévu avec ton bras contrôle. Tu penses quoi là, de la PFS de Alim-Tassis? Donc je regardais là en fait, c'était Alim-Tassis, maintenant c'est Alimta. Et 50% des patients ont eu de la maintenance, ce qui est exactement ce que tu attends dans une étude, parce qu'à peu près la moitié des patients soit progressent, soit n'ont pas l'état général pour recevoir la maintenance. Donc c'est exactement, enfin, ils ne sont pas sous-traités. 4.4, c'est pourri, hein. C'est pas du tout ce que tu attends dans une population non-fumeur, donc avec beaucoup moins de comorbidité qu'une population classique. On attendait vraiment 6,5. Ce serait resté positif, hein. Mais ça c'est quand même une donnée assez étonnante parce qu'ils sont censés être plutôt plus sensibles à la chimio. Et finalement, cette première ligne de TKI, est-ce que ça ne fait pas un truc sur la biologie pour que ce soit moins sensible? Mais moi je trouve que c'est inadmissible, et nous, on randomise dans des trucs comme ça, donc on va dire aux gens, bah c'est pas le bol, parce qu'on le sait que c'est moins bien. Donc, et c'est la FDA qui nous oblige à faire ça. C'est demandé par les agences. C'est ça, c'est pas Astra qui est méchant. C'est pas Astra qui est méchant. En fait, c'est les agences qui sont complètement inéthiques. Tant que c'est pas démontré, c'est pas démontré, même si tout le monde pense que c'est démontré. Mais à la fois, la population est ultra homogène. Les T787, c'est tout le monde réagit pareil. Donc quand tu as une phase 2 avec 100 patients ou tu as une PFS à 10 mois, tu sais que tu feras, et une réponse supérieure à 50%, tu sais que tu feras jamais aussi bien avec la chimie. Et c'est vraiment insupportable parce qu'on continue à randomiser des traitements qui sont vraiment sous-optimales. En fait, on devrait, tout le monde dit c'est un New England, c'est parfait, c'est un nouveau standard. En fait, en termes de patients, c'est une boucherie. Ah non, mais c'est vrai, de toute façon on veut le médicament, donc on se met dans les études parce qu'on veut y accéder. Mais moi, je sais pas si on peut être aussi, je suis d'accord avec toi, mais bon, il y a quand même des très bonnes idées qui de temps en temps se cassent la figure. Oui, mais la dernière de aussi comme une information en disant quand même qu'un T780, c'est 4,4 mois, c'est pas génial. Oui, mais bon, voilà, je suis d'accord, mais bon, il faut aussi. T'as quand même un tiers des patients qui ont juste la chimio et qui ont perdu un an de vie en plus. D'accord, mais... Oui. Non, mais il faut être un peu extrême sur ces trucs-là, je trouve, parce que quand on fait un anticorps et que ça fait un hazard ratio à 0,8, tout le monde fait ouais, c'est positif, mais on voit pas trop. Enfin, quand c'est des courbes comme ça, alors de plus en plus, ils autorisent des mises sur le marché et Tagrisso, on l'a eu avant, et ça c'est super positif. On l'a eu dans les mains avant que l'étude soit terminée. Ils ont dit ok, ça marche trop bien, on vous le donne. Donc il y a des avancées, mais ça pique un peu. Enfin, la médecine fondée sur les preuves, c'est la médecine fondée sur les preuves. Je suis d'accord, mais il faut se méfier, quoi. Parce qu'après, c'est la réalité. Bien sûr, mais c'est... un peu cette année, à la fin de l'histoire, tu te dis merde, quoi. La déaddiction au début de l'histoire, la déaddiction dans le poumon, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu as moins de 10% de résistants primaires. C'est-à-dire que tu as le waterfall plot là qu'on voit partout, mais en fait, le truc important, c'est que tu as moins de 10% de résistants primaires. Et ça, c'est la déaddiction, et le modèle commence à être parfaitement connu. Donc, non, je suis d'accord, il faut rester... On rêverait tous quand même d'avoir en France et dans tous les pays une cohorte permanente en population générale, complètement bien identifiée sur le plan moléculaire, qui pourrait servir finalement toujours de bras standard. On pourrait imaginer ça. On ne se donne pas les moyens de ça. Tu aurais ces malades-là finalement que tu connaissais d'avant en T790, mais avec toutes leurs caractéristiques, leurs caractéristiques sous chimiothérapie, tu pourrais les comparer à ce centre de la population. Je crois que ça se fait dans le sein, ils ont ICE-2, c'est une étude. Ils prennent en compte les populations en fait. C'est super qu'ils aient mis la mutation sur l'ADN circulant dans l'AMM. Ça c'est vraiment... c'est bien. Et puis on a grillé aussi les US parce qu'on peut le prescrire si on a des mutations de résistance de novo. Ce qui est probablement 2-3% des patients, mais les T790 de novo que tu as de temps en temps, tu peux le prescrire dans les... Et ils font comment aux États-Unis du coup Bah, ils font un TKI première ou deuxième génération, ça marche pas, et puis et alors donc, on va avoir l'OSI en première ligne.
On peut se dire qu'on peut se garder des cartouches aussi, puisque... En tout cas, l'étude est terminée. L'étude IRSA contre osimertinib randomisée est terminée. On savait qu'elle serait positive aussi. Elle va l'être. C'est obligatoire. 50% des malades, finalement, c'est 790, tu vas voir. Voilà. En fait, les histoires de biopsie... Les yeux, celle-là. Ouais. Ben non, parce que si c'est l'osi fera mieux que le géfitinib, mais c'est ce que tu dis en termes de... Tu ne traites pas un patient en une ligne, tu traites toute sa vie, donc après, il faut se garder des cartouches. Est-ce que c'est pas mieux de... Voir en quelle proportion ça va faire. Ça dépend de la survie sans progression en première ligne, en fait. Si on a 20 mois, pourquoi pas, mais si on a 5... On a 20 mois. C'est 20 mois? Ouais, c'est 20 mois. L'osi en première ligne, sur les données qu'on a, c'est 20 mois. Mais finalement, là, ça a 10 mois. Et tu as 10 mois avec le géfitinib. Tu as déjà 20 mois. Tu n'as pas à t'embêter avec les biopsies. Donc tout le truc de la biopsie, la rebiopsie, si l'OSI arrive en première ligne, ça va être... Sauf que le 20 mois de la première ligne d'OSI, c'est 50% de tes 790 que tu rallonges, mais c'est aussi 50%, tu ne sais pas ce que tu fais sur les autres 50%. Donc, si tu pouvais dire au départ, séparer tes 790, tu auras peut-être 40 mois. Ouais. Et il faut tester cette T797, tu penses? Chez tout le monde. Non, en résistant. Bah, moi, il y a un médecin un peu senior chez moi qui m'a demandé, donc on l'a testé 2 fois dans le sang, c'était négatif, la nana était imbiopsiable, et en douce, il lui a prescrit de l'osimertinib, elle était en réponse partielle d'extrêmement bonne qualité au bout d'un mois. Sur une progression à quel niveau? Il avait une progression pulmonaire, c'était vraiment ultra standard. Ouais. Et du coup, il me dit, ce qui est très politiquement incorrect, et ne retenez surtout pas ça, il me dit, mais pourquoi je vais m'emmerder à faire prélever la patiente, attendre un mois, alors finalement, si je lui file un mois de vie, je le sais. Et il ne faut surtout pas faire ça. Quand Benjamin vous dit qu'il ne faut pas faire ça, peut-être que le ministre des Finances ça le gratte aussi. Non mais, ça le gratte. C'est vrai que le problème, c'est... ce qui nous intéresse, c'est que le patient réponde, qu'il soit T797 ou pas. Finalement, ce qu'on veut, c'est les 50% de réponse. En fait, je suis très mal à l'aise pour les malades qui ont des progressions cérébrales, pour lesquelles exclusive. Où là, il y a la T790, mais probablement que la T790, elle est un peu moins sélectionnée dans le cerveau. Probablement qu'il y a moins de 50% des progressions cérébrales qui sont T790. Peut-être un peu plus d'enrichissement de mètres amplifiés dans le cerveau, qui probablement favorise les métastases cérébrales. Mais l'intérêt de l'osimertinib, c'est que la pénétration cérébrale est bien meilleure, et que la CMI, y compris sur les non-T790, c'est quand même plutôt meilleur que les autres. Pour moi, ça me gêne surtout de ne pas pouvoir donner Tagrisso à des progressions cérébrales isolées. Parce qu'on a les données, si tu donnes des Tagrisso à des T797 négatifs, dans lesquels tu as forcément des faux négatifs, tu as 23% de taux de réponse et une PFS de 3,2 mois. Et là, avec la chimio, tu as 4,4. Je ne sais pas quel est le taux de réponse, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec la chimio dans cette population. Et tu vois, ça peut quand même poser des questions sur... la mutation elle est difficile à trouver et effectivement, alors le Tagrisso, c'est 7000 par mois. C'est l'enfer, on ne peut pas tenir, mais... Tu sais que pour un mois, enfin, il ne faut pas le faire. Il y a des pays dans lesquels, le Liban par exemple, je te donne... Même déjà à vaccin, je peux le laisser, même déjà... Il y a des pays où le labo donne un mois de traitement, et si ça marche, c'est la Sécu qui le paye après. Au Liban, c'est comme ça. Si une technique est très discutée, effectivement, pour les médicaments très très cher. Tu donnes à tout le monde, et tu commences à payer que chez ceux chez qui ça marche. Donc, tu as 2 millions en main et les médicaments, tu fais quoi comme étude? Il faut qu'on continue à faire des études. C'est quoi l'étude d'après? On peut faire une association avec de l'immuno, voir si ça améliore ou pas. Alors, Astra l'a fait, ils ont fait OSI Durvalumab, et ils ont plié
quelques patients en phase 1 à cause de pneumopathie, et ça fait partie des rares TKI plus immuno qui sont super toxiques. C'est collaboratif, hein, si vous voulez participer à l'étude du Go, à l'élaboration du design. C'est quoi la question que tu te poses après? Ouais. On peut pas imaginer traiter avant progression morphologique, mais sur l'émergence de la mutation, si on arrive à avoir plus de sensibilité. Très bien, on va le faire. On va le faire. Donc on va faire géfitinib, biopsie liquide toutes les 6 semaines, et à progression biologique, on passera à l'osimertinib, et on comparera ça à un bras géfitinib suivi d'osimertinib chez tout le monde. Et pourquoi tu trouvais ça rationnel de faire ça? Pourquoi c'est bien finalement de ne pas attendre la progression clinique, de mettre une pression thérapeutique sur une progression biologique? Pourquoi vous pensez, pardon? Ça empêche l'émergence on est d'accord, hein, ça. Voilà, on peut imaginer finalement ça va réduire l'hétérogénéité tumorale. C'est-à-dire que nécessairement, si elle est prise très précocement, elle est clonable. Non, mais c'est bien de générer des études, mais avec quand même un rationnel. Tu ne vas pas juste dire c'est chic. C'est juste, effectivement, ce qu'on veut, c'est éviter la divergence. Mais avant ça, on peut même pas attendre qu'elle émerge et oui, faire des switch. Exactement. En tout cas, il faut qu'on ait des études de stratégie, donc une étude OSI première ligne contre géfitinib suivi d'OSI. Parce que ça ne va pas répondre à la séquence, et si l'OSI vient en première ligne, ça veut dire c'est 7 000 par mois pour tout le monde, alors que finalement tu fais peut-être aussi bien en faisant le géfitinib suivi d'osimertinib. Donc ça c'est les académiques qui font ça, parce que là pour le coup, Astra ne va pas mettre des billes dans une étude comme ça, il faut que ce soit les académiques qui proposent ça, et c'est la même chose pour les ALK. La question, ça va être, est-ce qu'on met fort d'abord? Et en fait, tu as peut-être une idée, Jacques, parce que l'idée, c'est ça, c'est soit on est sur un design j'ai pas d'idée, mais la conviction, c'est que si tu attends la divergence, c'est foutu, c'est clair. Bah, soit on est sur un truc bactérie, et on met l'antibiotique le moins fort possible, et puis on augmente avec l'acquisition de résistance, soit on est sur un truc VIH, mais je parle souvent parce que c'est toi, où on tape super fort d'emblée, on met le plus fort d'abord pour contrôler longtemps. En fait, on en a eu plusieurs. Ouais, c'est là, je crois qu'il ne faut pas dire super fort, parce que par exemple, cette stratégie-là, elle a été faite en myélome, mais c'est vrai que la Logrel, ça n'a pas été génial de faire l'autogrel, donc aller fort, ça ne sert à rien. Hein. Il faut avoir la bonne stratégie, la bonne combinaison, à la fois probablement des cibles différentes sur la cellule, probablement sur l'environnement. Moi, je ne suis pas pour dire, tu vois, on va mettre le paquet, parce que c'est tout. Oui, aller tout doucement et commencer quand même par le chryso, même si on a des bombes atomiques derrière, faire l'année de chryso et puis monter en charge doucement. La position n'est pas la même chose, ne serait pas la même chose pour les ALK, je ne sais pas ce que tu en penses. Le fait qu'il n'y ait ou pas déjà une métastase cérébrale, pour moi, n'est pas forcément la même chose. Parce que prévenir la métastase cérébrale, si tu peux prévenir 25 mois, c'est quand même pas la même chose que une fois que tu as une métastase cérébrale, faire 10 mois de ça, 10 mois de ça, 10 mois de ça. Je trouve que c'est pas non plus toujours le pouvoir aussi malade. Moi, je crois que le BEVA aussi, dans ces maladies-là, est intéressant, et qu'il y a une étude qui était intéressante de Roche, je ne sais pas si c'était Roche, c'était académique ou Roche, vers le BEVA. C'est académique. Donc, qui était intéressante. Pour les malades ALK aussi, il y a aussi des données françaises qui vont bientôt sortir, disant que vraiment de pouvoir exposer des malades sous BEVA, c'est intéressant. C'est des malades qui ont une progression beaucoup plus lente. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont exposés parce qu'ils peuvent être exposés au BEVA pour des raisons de tumeur plus périphériques, etc., qu'ils ont aussi une biologie différente, on n'en sait rien. Par exemple, ça marche très bien. Et vous savez qu'une des, enfin peut-être pas, on dit toujours en français, on dit toujours, vous savez. Alors, si vous savez là, vous savez pas là. Une des lignées qui produit le plus de VEGF, c'est les lignées ALK réarrangées. C'est quand on produit des quantités de VEGF. Hein. Et puis, c'est des maladies qui sont très aussi lymphophiliques, qui ont beaucoup de séreuses. Et qui dit séreuse, dit lymphatique, etc., dit probablement une myelangiogenèse, lymphatique. Et on a aussi du RAMU, choses comme ça, ou du nintédanide, qui aurait aussi l'intérêt de ne pas que viser le VEGF, mais de viser les récepteurs plus impliqués dans l'angiogénèse, qu'elle soit lymphatique ou vasculaire. Donc il y a plein de trucs à réfléchir à l'association dans ces maladies-là. Mais le mieux, c'est le caca. J'ai senti que Benjamin, quand j'en ai trop dit, oui, mais le caca. C'est une hypothèse. Voilà, il y a plein de choses à réfléchir. Il y a 2 millions chacun. Il
fait des trucs quand même. Le rationnel de mettre osimertinib plus létitulimab, c'est quoi? Attends, plus. Osimertinib, en fait, c'est comme Afacetux. C'est tu fais un double blocage, ou comme tu peux faire herceptine, l'apatinib pour les R2. C'est un double blocage qui est, en tout cas dans le modèle poumon, Afacetux est assez impressionnant en termes d'efficacité, que ce soit T790M ou pas. Donc c'est la même idée là. En termes de tox, justement, ça peut... Avec l'osimertinib qui est très très cool, ça va. Avec l'afatinib qui est déjà costaud, ça... C'est un peu ce qu'on disait sur le VIH. Hein. Le VIH, tu fais des antiprotéases plus des anti-machins, des anti-intégrases. Si tu dis je vais bloquer à la fois la thyroïdinase plus finalement au-dessus de la protéine, tu vas aussi augmenter le turnover de la protéine. Donc, il y a un rationnel biologique en tout cas. Est-ce que ce dépêche une ligne de plus, Décisol aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. Ouais, c'est dans le SCC. Ouais, et puis bon. Il y a une phase 1, OSI, létitulimab. Voilà. Donc, Décisol, on ne sait pas quoi en faire, donc autant essayer de l'associer, plutôt que de perdre la molécule, parce que la il ne voudra pas les développer, peut-être qu'il faut trouver un nouveau marché qui nous intéresse. Parce que, en fait, notre problème aujourd'hui, c'est les résistants à l'osimertinib. Et tu ne sais pas quoi en faire. Donc, si tu peux associer un truc qui rattrape, même si tu as plus de tox, comme c'est des patients en très bon état général. Et voilà, le but sera après progression à l'osimertinib. Bah oui, c'est qu'est-ce qu'on fait après progression. Ça serait pas en première d'emblée. On ne connaît pas bien, ce qu'on connaît quand même des résistances après osimertinib, c'est pas quand même très rassurant. C'est exactement ce qu'on a dit, tout dépend quelle stratégie sera gagnante, celle de taper fort tout de suite, type VIH, ou alors d'y aller mollo, type bactérie. Et probablement, ce ne sera pas le même schéma en fonction du type de maladie. Hein. Ensuite, Nessis, J1, J8, J21. Pour le patient, c'est quand même... Et puis, peut-être qu'on peut avoir des séquences. Tu vois, on disait tout à l'heure, tu vois, quand l'ADN va repartir, c'est là qu'on va changer. On peut peut-être aussi avoir des séquences, c'est-à-dire de dire, je veux diminuer mon burden en faisant Nessis plus OSI pendant 6 mois, puis j'arrête mon Nessis, tu vois. Et puis je suis avec mon ADN, et puis au moment où ça repart, peut-être que je vais remettre du Nessis à ce côté-là. Parce que c'est aussi peut-être une manière de penser, tu vois, de faire ça. J'avais une question. Pour l'instant, on est tenu de faire la preuve de la mutation T790M chez les patients qu'on vient en biopsie. Est-ce qu'il faut s'échiner à biopsie la lésion qui progresse? Ou est-ce qu'en biopsie, plus facile? L'ADN circulant, ça nous aide beaucoup la vie. Et des malades, je fais presque l'expérience de malades qui sont négatifs, tu les reprélèves 15 jours après, ils sont positifs quand même. Donc, je trouve que c'est vraiment magique cette technique en termes de détection des maladies. Ça marche très très bien, on est très impressionné. Dès que tu as un tout petit pourcentage, tu mets les derrière et ça marche quand même. Très bien. Merci beaucoup encore pour notre temps. Voilà, donc merci au professeur Cadranel, Bess et Daniel d'être avec nous ce soir. Merci à tous d'être là. J'espère que vous avez apprécié donc, cette deuxième vidéo de l'année. Donc la troisième vidéo de l'année, c'est au mois de mars et ce sera sur les cancers thyroïdiens a priori. Quelques petits points d'information. Donc mardi prochain, on organise aussi une petite soirée un peu différente, donc orientée plutôt sur la réforme du 3e cycle, pour vous informer un peu de comment ça évolue. Donc, a priori, c'est dans un foulard, dans le 3e, donc vous recevrez toutes les informations par mail. Vous pouvez. Et puis, je pense que c'est tout. Donc, pour ceux qui sont motivés, on va traverser la rue puis prendre un petit verre en face à l'Académie de la bière. Voilà. Merci encore.